Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, Trump envisage donc de reconnaître officiellement l'annexion de la Crimée par la Russie. Oui, cette fois, il n'y a plus de doute. Vous vous souvenez de la réunion qui s'est tenue à Paris jeudi dernier entre les Américains, les Ukrainiens et les Européens. Eh bien, voilà qu'aujourd'hui, le Wall Street Journal affirme Washington a proposé de reconnaître la Crimée comme russe. Cette idée a été présentée dans un document confidentiel remis aux Ukrainiens. Et lorsque l'on pose la question directement à Donald Trump, il l'assume à demi-mot. Écoutez-le. Proposal from the United States that Ukraine recognize Crimea as part of Russia. So I will be giving you full detail over the next 3 days. But we had very good meetings on Ukraine and Russia. That's the next step. Next step is we need a little time. But we had very good meetings on there. We had very good. Ce serait une telle reconnaissance, évidemment, une victoire pour Moscou. Oui, pour bien comprendre, il suffit de regarder la liste des pays qui ont reconnu officiellement l'annexion de la Crimée et à laquelle, de fait, les États-Unis viendraient s'ajouter. La Biélorussie de Loukachenko, le Venezuela de Maduro, la Syrie de Bachar el-Assad à l'époque ou encore la Corée du Nord de Kim Jong-un. Pas un seul pays occidental, même la Chine n'a pas reconnu cette annexion, c'est dire. Et pour prendre la mesure de cette reconnaissance éventuelle par les États-Unis, il faut remonter à 2014, date à laquelle Poutine conquiert purement et simplement le territoire en toute illégalité. Il organise un référendum que la communauté internationale juge fantoche. 96% de oui, ce qui lui permet de proclamer dans la foulée la péninsule comme partie intégrante de la Russie. Bien, cette reconnaissance des États-Unis éventuelle serait-elle de nature à satisfaire Vladimir Poutine ? Eh bien, on constate en tout cas qu'il est d'accord pour négocier directement avec Kiev. C'est un virage à 180 degrés puisque jusque-là, c'était hors de question. Écoutez Vladimir Poutine. С этим нужно разобраться. Это все предмет для такого тщательного исследования. Может быть, и в двустороннем порядке. Это диалог, мы этого не исключаем. À la télévision russe, les propagandistes s'en donnent à cœur joie. Avec la Crimée, Poutine remporte le gros lot. Écoutez Olga Skabayeva. Блумберг и Зеленский, последний при этом пост, утверждает, что Украина таки готова отказаться от 20% территории, но время, очевидно, нужно, чтобы додавить Киев. Нью-Йорк-Пост раскрывает контуры возможной сделки. Линия фронта фиксируется, Крым российский, Украина вне НАТО. Lucille, que dit Kiev ? Eh bien, l'information vient de tomber et ces informations nous arrivent minute par minute. L'Ukraine dit non à cette reconnaissance de la Crimée, ce point qui avait été placé tout en haut de la liste des exigences de Moscou. Les lignes rouges restent les lignes rouges. Par ailleurs, le déplacement annoncé de Steve Witkoff à Moscou dans quelques heures est pour l'instant maintenu. Merci beaucoup Lucille. Donc là, vous voyez, les choses ont évolué entre le début de cette émission et le moment où nous nous trouvons, puisque à l'instant même, Kiev dit non. Voilà, c'est pas possible. La reconnaissance de la Crimée par les États-Unis, c'est pas possible. Grégory. Oui, et en l'occurrence, c'est Stanislas Poirier, notre correspondant à Kiev, qui assistait à cette conférence de presse de Zelensky. Et que dit Zelensky aussi ? Alors oui, hors de question d'accepter de franchir ces lignes rouges, et notamment la Crimée. Et nous n'avons à ce stade pas reçu de proposition des Américains là-dessus. On n'a pas reçu le plan. Pour l'instant, nous, on est sur des informations de presse. Zelensky dit nous n'avons pour l'instant pas reçu cette proposition et en tout état de cause nous la refuserons. Ouais. Alors quand on dit ce que j'entends, je l'entends uniquement dans les médias, c'est aussi une façon de laisser une porte de sortie à l'autre. C'est de dire à Trump attention, il est encore temps de changer votre plan de paix parce que de toute façon ce sera refusé. Jean-Dominique. Il semblerait effectivement qu'on est en train de rentrer dans le vif du sujet là, oui. Avec des négociations qui sont peut-être pas loin d'aboutir ou d'échouer. La question est de savoir, évidemment, la reconnaissance de l'annexion de la Crimée par la Russie serait un moment diplomatique un tournant diplomatique extrêmement fort. Ce serait la reconnaissance que la force paye. Mais le risque, la situation, le risque, c'est de savoir qui dira non maintenant à Donald Trump. Et donc, si jusqu'à présent, on était plutôt dans la situation où c'était les Russes qui disaient non à Donald Trump.
si les choses se passent autrement, c'est-à-dire que si, à la fin de la discussion, les Ukrainiens, pour de bonnes raisons légitimes, disent non, là, ils seront lâchés par Donald Trump. Et clairement, ils se débrouilleront tout seuls. Je précise que tout cela se déroule à la veille d'une rencontre à Londres. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, il est là. On est aussi dans de la psychologie. Donald Trump, il veut un accord, clairement. Il y a mis son capital politique. Jean-Dominique, je vous donne l'information à nouveau qui tombe au moment où nous échangeons. Plusieurs médias américains, dont le Washington Post, affirment que la proposition de plan de paix officielle avec la reconnaissance de la Crimée russe sera présentée demain à Londres. Oui, voilà. Demain, lors de la réunion à Londres, puisque dans cette réunion de Londres, il y aura des représentants des États-Unis, Marco Rubio, Witkoff, Kellogg. Et Kellogg, qui seront donc dans cette réunion. Zelensky sera présent également à Londres. Vous confirmez, Grégory? Les Ukrainiens. J'ai lu ça. Pas Zelensky lui-même. Je ne suis pas sûr pour Zelensky. Bon. Alors, effectivement, vérifions cela. Mais enfin, en tout cas, les Ukrainiens seront là. Sont représentés. Donc, il va y avoir un échange direct demain sur ce sujet précis, Pierre. Oui, c'est-à-dire que ça s'appelle un traquenard. Ah oui. Et, à mon sens, on voit bien depuis plusieurs semaines déjà, à travers des interviews du général Kellogg, de Witkoff, etc., qui sortent des bouts de plans. Vous en avez un qui compare la situation de l'Ukraine à l'Allemagne nazie, à l'occupation de Berlin, du découpage en zones, etc. Enfin, des trucs complètement, comment dirais-je, consternants. Et le plan, s'il se dessine ainsi, c'est un plan qui est fait pour contraindre Kiev à dire non. Non, parce que c'est totalement impossible, sans compter, je dirais, le fait que les Américains renieraient leurs propres paroles diplomatiques, puisque les Américains ont couvert dans le mémorandum de Budapest dans les années 90, où les Ukrainiens ont redonné leurs armements nucléaires aux Russes en échange du respect par les Russes de l'entièreté de la souveraineté ukrainienne, Crimée comprise. Cet accord a été parrainé, cautionné par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc, vous me direz, dans la politique de Trump aujourd'hui, le fait qu'il déchire tout ça, qu'il s'en fiche, ça n'est pas grave, ça serait un élément de plus de la perte de crédibilité américaine, mais c'est totalement inacceptable. Et puis, il y a un point qu'on n'évoque pas suffisamment, c'est que l'abandon de la Crimée, c'est aussi l'abandon de la mer d'Azov. On ne parle pas de la mer d'Azov, mais la mer d'Azov a été volée aussi à l'Ukraine, puisqu'elle est ceinturée qu'avec le pont de Kerch, elle a été en quelque sorte fermée et mise dans la main des Russes. Et c'est aussi donc l'abandon d'une mer en plus des 5 territoires. Donc il est évident que les Ukrainiens ne peuvent dire que non à un tel plan qui est absolument dément sur les principes par rapport à l'Europe, par rapport à tout ce qu'on veut. Et à ce moment-là, Trump va pouvoir dire et mettre en œuvre ce qu'on entend comme petite musique. Tout ça est très fatigant, ça nous casse les pieds, les Ukrainiens n'en veulent pas. Eh bien, débrouillez-vous tout seul. Nous, on va faire du business, on me parle d'une tour, c'est formidable, etc. C'est ça l'objectif. Pourquoi, juste, David? Parce que jusqu'à présent, le bon élève, très bien accompagné par les Français et les Britanniques, après la scène épouvantable du 28 février dans le bureau ovale, c'est plutôt les Ukrainiens qui ont dit oui à une proposition de cessez-le-feu complet très tôt. Et voilà. Et c'est plutôt les Russes qui donnaient le sentiment de faire de l'enfumage. Là, c'est pour ça que je parle d'un traquenard diplomatique. Et dernier point, ça fait 45 ans que je traite des questions diplomatiques et de défense. Je n'ai jamais vu des négociations conduites par des branquignoles, selon des agendas, des configurations, mais hallucinantes. Les historiens, dans 20 ans, David, vont redécomposer tout ça, mais c'est hallucinant. Et c'est en train de démarrer sur comment dirais-je, l'Iran de la même façon. On ne balance pas les informations par petits bouts. Pierre, pardonnez ce contre-pied. Mais je vous en prie. Et vous dites... c'est un plan qui est construit pour que les Ukrainiens ne puissent faire autre chose que de le refuser. Enfin, depuis le début de ces négociations, de ces discussions, on n'entend que ça. Ligne rouge ici, ligne rouge là. La Crimée, elle est détenue par les Russes depuis 2014. Et alors ? Non, mais je vous ai dit, j'ai commencé en disant pardonnez ce contre-pied. Oui. Est-ce que, à un moment donné, quand on doit chercher un compromis, un consensus, il faut des sacrifices. Mais non, c'est pas un Sinon, personne. C'est une erreur d'analyse profonde. Alors, voilà, si vous voulez, replacez-vous en mai-juin 40, quand vous aviez le dialogue entre Churchill et Halifax étant pour négocier avec les Allemands. En 40, les Allemands dominent 7 à 8 pays européens qu'ils ont conquis. Et Halifax dit à Churchill, regardez,
Regardez, ils ont mis la main sur la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, la Norvège, la France maintenant, la Suède, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut lâcher. Eh bien non, il faut pas lâcher. C'est là où, si vous voulez, dans des situations comme ça, il faut revenir au principe. Et le fait de dire, c'est le fait acquis, il l'occupe, voilà, donc finalement on va le laisser. Ce qui est la pensée de Trump. Trump s'en fout, si vous voulez. Lui, il considère que c'est des barres d'immeubles qu'il faut, etc. Non, c'est pas donc, c'est pour ça que malheureusement, si vous voulez, à ce stade-là, il n'y a que la guerre. Voilà, c'est ça. Il n'y a que la guerre. C'est la conclusion logique du raisonnement. Voilà. Alors une précision tout de même. Dans les propos de Volodymyr Zelensky, il dit, soyons bien précis, il dit l'Ukraine ne reconnaîtra jamais l'annexion de la Crimée. Il ne dit pas jamais je n'accepterai que les États-Unis la reconnaissent. Les sacrifices dont vous parlez, le président Volodymyr Zelensky les a déjà faits depuis à peu près 1 an en disant je suis réaliste, je suis bien obligé de voir ce qui se passe sur le terrain et je comprends que mes forces insuffisamment armées n'ont pas les moyens de récupérer les territoires occupés, donc j'accepterai de mettre entre parenthèses ces territoires occupés ou partiellement occupés par la Russie un temps certain et nous les récupérerons dans quelques années, quand Vladimir Poutine sera parti, ou par des moyens diplomatiques. C'est un peu le modèle balte, c'est-à-dire que les Européens, par exemple, n'avaient pas reconnu l'indépendance des pays baltes. L'annexion par les soviétiques des pays baltes, et puis après, les choses étaient revenues à leur normale, les pays baltes s'étaient libérés. Donc il a déjà fait ses sacrifices, Volodymyr Zelensky. Donc il a déjà mis ça sur la table. Et c'est déjà, en fait, un compromis. Et ça, c'est dans son plan de paix à lui. Pour le reste, on assiste quand même à une espèce de paix complètement illusoire, qui est fabriquée, non pas à partir d'un véritable compromis entre les deux parties, mais qui est fabriqué entre Moscou et Washington. C'est-à-dire qu'on a Vladimir Poutine et Donald Trump qui sont en train d'imposer un plan de paix quasiment commun, parce qu'ils sont un peu d'accord sur tout. Donald Trump, il passe après, il veut vraiment c'est les 100 jours, il veut aller très très vite. Et Poutine, très malin, le tire complètement de son côté pour forcer Volodymyr Zelensky à capituler. Mais là où en fait où il y a un problème, c'est que les Ukrainiens vont dire non. Ils n'ont pas combattu pendant 3 ans pour capituler comme ça, parce qu'en fait c'est presque un choix de civilisation en fait. Ils luttent pour la liberté, pour pouvoir vivre définitivement en dehors du joug dictatorial ex-communiste de la Russie. Est-ce que Trump dira si c'est non, dans ce cas, on arrête l'aide? Mais peut-être qu'il dira ça. Et puis dans 1 semaine, il ressortira un autre plan de paix. Quant à l'histoire de l'OTAN, c'est absolument pas nouveau, puisque les États-Unis de Trump sont contre l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Et même, je dois dire que avant le début des pourparlers, Trump, qui apporte quand même une paix russe à Vladimir Poutine sur un plateau, avait fait, avant les pourparlers, des négociations des concessions supplémentaires, puisqu'il était allé plus loin que ce que Vladimir Poutine espérait. C'est-à-dire qu'au début, l'interdiction de rentrer dans l'OTAN, elle avait un temps. C'est-à-dire c'était 15 ans ou 25 ans. Et là, subitement, Trump, avant le début des pourparlers, dit en fait, l'OTAN, c'est un niet à vie. Voilà, donc c'est ce qu'il avait donné à Vladimir Poutine avant les négociations. C'est absolument pas nouveau. Par contre, juste un mot, il faut voir, parce que je pense que c'est pas fini, parce qu'il y a encore les 4 régions occupées ou partiellement occupées, les 4 oblasts. Et Vitkov, quand il a vu Vladimir Poutine il y a 10 jours à Saint-Pétersbourg, pendant 4 ou 5 heures, il est ressorti en disant ces 5 régions, donc la Crimée et les 4 régions, c'est ça qui est vraiment au cœur. Isabelle, soyons clairs, dans le plan de paix, là, il y a la Crimée et les 4 oblasts. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on se demande ce qu'il y a pour Kiev. Mais voilà, c'est ça. Non, parce que là, on se focalisait sur la Crimée. Voilà. Je pense que c'est la Crimée et les 4 oblasts. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un paquet cadeau total. Voilà, alors, juste, attendez, Jean-Dominique, attendez, je vous donne juste la dernière phrase dont nous disposons, prononcée par Volodymyr Zelensky, qui accorde en ce moment une sorte d'entretien informel, disons, à quelques journalistes. Si nous commençons, dit-il, à parler de la Crimée, nous prolongerons la guerre.
nous prolongerons la guerre, et c'est exactement ce que veut la Russie. Fin de citation. Non mais la position de Zelensky est tout à fait cohérente. Il ne va pas accepter qu'on annexe un morceau de ce qu'il considère à juste titre comme étant son pays. La seule question, c'est est-ce qu'il a les moyens de dire non pendant longtemps aux États-Unis? Voilà. Et la réponse, on la connaît un peu, parce que on a eu, il y a quelques semaines, après la fâcherie et la bouderie dans le bureau ovale, les Américains ont coupé immédiatement les aides militaires, économiques et de renseignement à l'Ukraine, et au bout de quelques jours, l'Ukraine a été obligée, comme les bourgeois de Calais, de venir en chemise, en faire récipiscence, parce qu'ils n'ont pas le choix. Dominique, voilà. Donc est-ce que nous, Européens, pouvons leur offrir une alternative aux États-Unis? J'en doute fortement. J'en doute fortement. Donc comme ils n'ont pas le choix... ils risquent d'être obligés, avec des contorsions diplomatiques, en disant bah oui, ça nous va pas du tout, on n'acceptera jamais, mais on est quand même obligé de. Voilà. Il faut que vous apportiez, Jean-Dominique, peut-être Grégory, un éclairage sur un aspect bien précis. Je vous redonne la phrase de Volodymyr Zelensky: l'Ukraine ne reconnaîtra pas l'occupation de ses territoires. Voilà. Non mais l'Ukraine ne reconnaîtra pas l'occupation de ses territoires. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est une fin de non-recevoir à la reconnaissance par les États-Unis? C'est autre chose, vous voyez. Non, mais ça sert à... Si vous voulez, mais bien évidemment, il faut expliquer. C'est bien ce qu'on dit. Mais les États-Unis peuvent reconnaître tout ce qu'ils veulent, si vous voulez. Voilà, la liberté du peuple ukrainien, du Parlement ukrainien qui aurait à se prononcer sur un plan de paix, c'est la liberté d'un peuple souverain. Tout ça est quand même assez hallucinant. Ça a été rappelé tout à l'heure, même la Chine, Chine, grande démocratie, on a vu les grands pays démocratiques qui ont reconnu la Crimée comme étant russe. Voilà, donc ça veut dire ça. Est-ce que l'Amérique, alors je sais que l'Amérique de Trump n'a vraiment pas beaucoup de limites, de barrières, veut aller jusque-là, eh bien regardons, mais ça ne changera rien, ça reviendra au problème qui a été soulevé par Jean-Dominique, c'est qu'il faudra faire la guerre, il faudra que les Européens se substituent au maximum aux Américains, mais les Ukrainiens ne lâcheront jamais. Et je veux dire deux choses très rapidement. Vous avez certainement lu l'entretien que le général Cavoli, qui est le SACEUR, qui est le chef d'état-major américain des forces otaniennes en Europe, le général Cavoli, qui est proche de la retraite, a donné dans une audition, je crois que c'était au Sénat, il dit deux choses très intéressantes. Un, la Russie ne progresse pas. Les Ukrainiens ont blindé leur ligne de confrontation et ils sont passés en 3 ans de 8% de capacité à produire leur propre matériel militaire, donc c'était très dépendant de l'aide internationale, à 40% aujourd'hui. Ça n'empêche pas les difficultés si les Américains arrêtent tout. Mais la configuration a changé et Cavoli dit les Russes ne progressent pas. Ils grignotent, etc. Mais c'est epsilonesque par rapport à leur perte humaine, leur perte en matériel. 3 ans de guerre, 4000 chars russes détruits, c'est le parc américain de chars qui a été détruit en Ukraine. La France a 220 chars. Bon, je fais la parenthèse. Et Cavoli dit, l'économie russe va mal. Poutine est en difficulté. Son économie, sa mise sous tension, c'est le général Cavoli. Alors, je trouve que ça il n'y a aucune raison de tout lui céder, quoi. C'est votre raisonnement. Alors, si vous voulez, normalement, il aurait dû être viré après cette audition, mais comme il va partir à la retraite, puisque tous les généraux qui s'affirment un peu, et surtout les officiers généraux de sexe féminin sont éjectés, il ne l'a pas été. Donc il ne faut pas, comment dirais-je, se dire mais Poutine est en position de force. Il y a une partie psychologique. Et juste pour terminer, pour rebondir sur ce que disait Isabelle, qui est très très juste, le président Zelensky avait mis sur la table une amorce de plan de paix intéressant dès lors que, comme dirais-je, vous n'auriez pas au Kremlin un personnage comme Poutine, qui est un prédateur, qui veut dominer, qui veut une capitulation. C'était quoi? Il amorçait l'idée que le Donbass, donc 2 régions, pourraient peut-être revenir à la Russie, que c'était des zones de population, alors pas seulement russophones, parce que presque tous les Ukrainiens sont aussi russophones dans les 2 langues, mais parce que c'est une population âgée, complètement imprégnée de l'esprit soviétique, qui ne regarde que la télévision d'État russe, et en quelque sorte, c'est une zone perdue, disait... Irrécupérable, irrécupérable, disait-il en quelques mots. Il avait dit devant des étudiants ou des lycéens. Donc, ça, c'est possible. Enfin, mais Poutine s'en fout. Il ne veut pas récupérer 2 oblasts où il n'y a que des personnes âgées dans un territoire qui est à moitié détruit. C'est pas... Mais voilà, c'est pour dire. Et l'autre point sur la Crimée, qui est très intéressant, c'est de dire il faut trouver à la Crimée un statut international transitoire. Les diplomates savent parfaitement faire ça.
pour arriver à faire le distinguo entre la russification de la Crimée, parce que Poutine, depuis l'annexion, depuis 2014, mais comme les tsars l'ont fait depuis la nuit des temps, ils ont russifié la Crimée. Donc évidemment, n'importe quel référendum en Crimée, il est faussé. Donc Zelensky, très intelligemment, disait on gèle le problème, on en fait un statut international, on fait vérifier après les populations, on fait revenir les Ukrainiens chez eux, et éventuellement, dans 10 ans, on refait un référendum juste. Donc ça, c'est intéressant. Mais tout ça est balayé, et vous croyez que les envoyés spéciaux des Américains se sont penchés là-dessus, mais ils l'ignorent, puisqu'ils ignorent même le nom des provinces ukrainiennes dont il est question. Bon. Quand on écoute Pierre Servan, on comprend qu'en réalité, l'horizon, c'est la guerre. Quand je vous écoute, mais je le regrette. Hein, et c'est ce que vient de dire Zelensky. Et c'est ce que vient de dire Zelensky. Le mot de la fin pour vous sur ce sujet. Non, mais malheureusement, c'est assez pessimiste, mais c'est exactement ce que vient de dire Zelensky. Ouais. Si on parle de l'annexion de la Crimée, alors on continue la guerre. Et alors, on continue la guerre comment ? Ça, c'est une vraie question. Parce que derrière les informations qu'on a sur ce plan américain, il y a aussi la pression de Rubio qui, hier, je crois, dit si ça continue, ce sera plus du tout notre affaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire on va arrêter le renseignement, on va arrêter les livraisons d'armes. Et là, est-ce que les Ukrainiens pourront tenir ? C'est une vraie question.